Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de nouvelles découvertes archéologiques du grand musée du Caire qu'on attend tous avec impatience. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque jour, il y a des secrets à propos de la vie antique en Égypte qui sont révélés. Et afin de mieux parler de ces découvertes et également de ce projet somptueux actuel, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Maï Zaki, chef du département des guides touristiques à la faculté du tourisme et de l'hôtellerie à l'université de Helwan. Bonjour. Alors, on est vraiment fiers et surpris chaque jour avec de nouvelles découvertes concernant surtout la vie pharaonique en Égypte et d'autres bien sûr, mais surtout nos ancêtres, les pharaons, avaient une vie tout à fait merveilleuse et on découvre cette vie avec tous les détails quotidiens, avec de nouvelles découvertes chaque jour qui disent que jusqu'à maintenant l'Égypte n'a pas révélé tous ses secrets. Selon vous, pourquoi cette période de la vie égyptienne était si riche et avec tellement de monuments et de détails qu'on découvre actuellement? Vous parlez de l'époque pharaonique, n'est-ce pas? C'est vrai. Pendant cette époque, l'ancien Égyptien a beaucoup pensé à la vie après la mort et ainsi il a bien préparé sa tombe. À l'intérieur de la tombe, il a mis tous les détails et tous les objets qu'il avait besoin pendant sa vie, l'autre vie bien sûr qui aura lieu après sa mort. Comme les habits, par exemple, les aliments. Bien sûr, il était mis momifié dans un sarcophage, ou parfois plus d'un seul sarcophage. Il y avait beaucoup de coffres et d'objets avec lui. Et puisqu'il était beaucoup intéressé à cette vie qui est après la mort et s'est bien préparé, c'est pour cela quand on trouve une tombe, on trouve qu'elle contient beaucoup d'objets, beaucoup de détails qui nous donnent un peu l'idée sur sa vie terrestre avant sa mort. Et selon vous, quelles sont les découvertes les plus importantes qui ont eu lieu cette année? Toujours on a des découvertes, mais les plus importantes sont les découvertes des tombes. Ça veut dire qu'on a trouvé une tombe, on a découvert une tombe à Saqqara qui appartient à un noble qui s'appelle Fouid de la 5e dynastie. Cette tombe conserve encore ses couleurs, ses scènes qui ont été photographiées bien sûr et enregistrées. Et il y a aussi une tombe qui appartient à deux prêtres qui se trouvent à Gizeh, près du village des ouvriers. Cette tombe aussi est très intéressante parce qu'elle contient beaucoup de détails. Parfois, on découvre des tombes qui ne contiennent pas d'objets, qui ne contiennent pas de... Qui ont été pillées qui ont été pillées, qui n'appartiennent pas à quelqu'un de noble, donc qui ne contiennent pas beaucoup de trésors et tout. C'est aussi important, ce sont des tombes importantes parce qu'elles nous aident à faire quelques études pour nous, mais pour faire une certaine publicité pour l'Égypte et pour les découvertes, on a besoin de découvrir quand même des objets pour bien les représenter et pour démarrer le tourisme, si vous voulez, faire intéresser tout le monde, parler dans les médias et tout ça. Alors actuellement, on a un grand projet, celui du Grand Musée du Caire, également le musée de la civilisation, et on va toujours garder le musée sur la place Tahrir. Les momies vont être transférées au musée de civilisation, d'autres collections seront à Tahrir, et le Grand Musée, là, ce seront vraiment les grandes salles avec toutes les expositions. Selon vous, est-ce qu'un projet pareil, d'avoir plusieurs musées dans la capitale, qui révèle les richesses et les trésors de l'Égypte, est-ce que c'est la meilleure idée pour la promotion du tourisme ou il faut les regrouper sous un seul toit? C'est une très bonne question parce que les guides touristiques et les gens se posent la question plusieurs fois et j'ai répondu à cette question surtout à mes étudiants parce que moi j'ai visité Turin et j'ai trouvé qu'il y a entre chaque deux musées un troisième. Donc il y a un très grand nombre de musées à Turin. Ça n'a jamais empêché les gens de visiter les musées, ces différents musées. Probablement, ils auront la chance de venir plusieurs fois pour voir d'autres musées. On a l'habitude de faire un programme touristique en Égypte, de visiter le Caire en 2 jours seulement. De faire la pyramide, généralement on avait l'habitude de faire ça, les pyramides et Saqqara, et puis le centre-ville avec le musée. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas avoir d'autres programmes beaucoup plus développés, de faire beaucoup plus de visites pour les musées? Non seulement 2 jours au Caire, mais beaucoup plus, 3 jours, 4 jours, faire visiter ces musées. Parfois, des gens sont intéressés aux momies
ou bien à la civilisation égyptienne en général, non seulement à la civilisation pharaonique. Donc ça aura lieu, ou bien ils auront la chance de visiter le musée de la civilisation par exemple. Parfois, ils sont intéressés beaucoup plus à voir Toutankhamon ou bien ce qui est représenté et conservé au musée, au Grand Musée du Caire, par exemple, le nouveau. Donc, pourquoi pas? C'est une nouvelle idée, on va l'essayer, pourquoi pas. Et à part la collection magnifique de Toutankhamon qu'on aura la chance de voir au Grand Musée, est-ce qu'il y a d'autres collections assez importantes qui seront exposées dans le même musée? Tout ce qui se trouve au musée égyptien du Caire, qui va être transféré au Grand Musée, est très important. Les magasins du Grand Musée du Caire contiennent 100 000 objets qui n'ont jamais été sortis pour être visités ou bien exposés. Jamais. Jamais. 100 000. C'est On a maintenant besoin le de 10 temps. musées. Voilà. C'est maintenant le temps de les voir. Donc on va transférer ou bien on va mettre les objets qui ont été déjà exposés au musée du Caire, les plus importants au Grand Musée, avec des collections des magasins du musée de Tahrir ou bien au musée du Caire vers le Grand Musée. Oui. Alors, on se posait toujours la question à propos du sort du musée de Tahrir. Et hier, il y a eu des déclarations de la part du Premier ministre en disant que tout le quartier sera rénové et on va prêter attention au musée Tahrir puisque le bâtiment lui-même reste vraiment un monument à voir et qu'il y aura des restaurations et d'aménagements au sein du musée. Selon vous, ça va prendre combien de temps et qu'est-ce qu'on attend de ce musée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va présenter et comment? Comme vous avez dit, le musée de Tahrir ou bien le musée du Caire est un monument maintenant. Il a été construit en 1902, donc plus de 100 ans de construction. Oui. Il est un chef-d'œuvre de point de vue construction, le marbre utilisé, les escaliers, tout ça. Mais malheureusement, il ne contient pas les objets et les éléments maintenant qui se trouvent dans les musées internationaux, comme par exemple les salles des conférences, les cinémas, les bibliothèques, les boutiques, les cafétérias, les restaurants, tout ça. C'est pour cela qu'on a fait une grande construction qui est le Grand Musée. Le petit musée ou bien le musée du Caire, comme il est un monument important, contient des magasins, des grands magasins, il est lui aussi une destination pour la visite des touristes. Donc si on fait un développement pour le site tout entier, pour le quartier Tahrir, on a besoin aussi de renouveler le site ou bien le musée et le jardin pour bien accueillir les touristes pour sa visite lui-même. Combien de temps, c'est pas sûr pour moi. Je peux pas une collection qui se trouve actuellement au musée du Caire, celle de Toya. Oui. Magnifique, magnifique. Oui. Et je ne sais pas, est-ce qu'on va la garder au musée du Caire ou on va la déplacer? Je ne sais pas moi aussi, mais je pense que si elle va rester dans le musée du Caire, ça sera une bonne idée. C'est vraiment un chef-d'œuvre à voir. Oui. Vous avez dit que les pièces les plus importantes vont être transférées au Grand Musée. Quels sont les critères selon lesquels on peut dire qu'une telle pièce est beaucoup plus importante qu'une autre? Premièrement, le groupe, ou bien la collection de Toutankhamon, les 5000 pièces de Toutankhamon, à l'exception de la momie qui va rester dans sa tombe. Les objets importants, ou bien les pièces importantes, sont les chefs-d'œuvre qui ne sont pas répétés. Il n'y a pas de copie. Comme par exemple les statues de, par exemple, Rahat ibn Afret, Kefren. On a beaucoup de statues qui n'ont pas de copie, ni au Caire, ni en Égypte, ni à l'extérieur, à l'étranger. Et les colossales qui seront, par exemple, exposées dans le jardin, par exemple, du Grand Musée. On a choisi jusqu'à maintenant la statue de Ramsès pour être à l'entrée et également l'obélisque de Ramsès. Est-ce qu'il y a d'autres colossales qui vont faire le chemin pour aller joindre ces pièces? Oui, je pense qu'ils vont choisir quelques statues colossales. Surtout, il y a des statues colossales qui se trouvent au jardin du musée du Caire. Oui. Il y a d'autres statues, je ne sais pas s'ils l'ont choisi ou non jusqu'à maintenant, mais c'est dans le plan, si vous voulez. Pourquoi on n'a pas jusqu'à maintenant des musées comme celui d'Orsay, par exemple, en France, qui regroupe des pièces, beaucoup de pièces de statues et de peintures? On n'a pas ce genre de musée. Si, nous avons le musée de Mahmoud Mokhtar, par exemple, contient des pièces, des peintures. Il y a des musées à Zamalek, beaucoup. Mais nous sommes beaucoup plus intéressés aux objets pharaoniques de l'ancienne Égypte parce que c'est plus intéressant, c'est notre histoire, si vous voulez. C'est beaucoup plus intéressant. Les peintures sont beaucoup plus modernes et différentes à notre culture.
À propos également de tout ce qui est pharaonique, l'exposition de Toutankhamon en Europe qui a commencé en France et en novembre ça va passer à Berlin je crois, alors ça a cartonné. C'était vraiment une exposition qui a attiré l'attention du monde entier afin de venir visiter l'Égypte et on l'a vu. On a vu que le taux du tourisme a augmenté grâce à une exposition pareille. Toujours Toutankhamon attire l'attention à l'Égypte parce que Toutankhamon c'est un roi enfant, il était mort très tôt. Il n'a rien fait de point de vue activité, ni militaire, ni construction, ni rien du tout. Mais sa tombe était trouvée presque intacte. Avec le masque, avec la momie, avec un cercueil d'or de 110 kg d'or, un masque de 11 kg d'or. Son histoire est très étrange. On ne connaît pas beaucoup de détails. On ne sait pas qui est sa mère. On n'est pas sûr de son père. Ce sont des points d'interrogation. Avec son âge, il est éblouissant. On a parlé juste maintenant du musée d'antiquité de la nouvelle capitale administrative qui doit retracer l'histoire des capitales de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire les capitales de l'Égypte? L'Égypte a connu plusieurs capitales durant l'histoire, depuis Memphis jusqu'au Caire maintenant. Il y a un grand nombre de capitales durant l'ancienne Égypte. C'est mon sujet si vous voulez, c'est ce que je connais très bien. Quand la capitale était par exemple Memphis, la nécropole était Saqqara. Quand la capitale était Luxor, la nécropole était la rive ouest, donc la vallée des rois par exemple. Il y avait aussi El-Lesht qui se trouve près du Fayoum comme capitale. Chaque fois qu'on change de dynastie ou bien d'empire, on change de capitale. D'après la nationalité ou bien d'après le pays, la ville même du roi qui gouverne le pays. Donc chaque fois on change. Avec le changement de l'empire, avec le changement de la civilisation, on a changé les capitales jusqu'on a atteint le Caire maintenant. Donc si on fait une certaine étude pour les capitales, les différentes capitales, avec les monuments qui appartiennent à ces capitales, ce qu'on a trouvé dans ces capitales-là, c'est un domaine pour bien enregistrer ou bien classifier les capitales d'après leur date. Et ça nous donne une collection énorme, bien sûr, avec l'histoire, avec la datation et tout ça. Et également, il y a des sites également qui vont être restaurés totalement. On peut bien sûr citer le plateau des pyramides et également plusieurs tombeaux qui ont connu récemment des restaurations. Selon vous, surtout le plateau des pyramides, comment on va les voir après la restauration? Qu'est-ce qu'on attend de nouveau? Comment vont être mises en valeur les pyramides après vraiment une période je ne peux pas dire de négligence, mais c'était d'habitude de voir les pyramides telles qu'elles sont. Comment on va les voir après la rénovation? Vous savez, on a toujours deux points de vue. Il y a un premier point de vue qui dit que laisser la chose telle qu'elle est, de point de vue naturel, on la visite comme on l'a déjà construit il y a quelques années et tout ça, c'est une bonne idée. D'autres qui pensent que non, puisqu'on va construire un musée à 2 km seulement du plateau de Gizeh, on doit avoir une certaine restauration pour le site, le faire sortir dans une forme assez bien propre et tout ça. On a commencé au début pour les chameaux et les chevaux et tout ça. On ne va pas dire envoyé, mais on a placé ces gens dans une superficie un peu loin, qu'on appelle un panorama. Et là-bas, il y aura lieu, après la visite de tout le site du plateau de Gizeh, les touristes vont monter, faire des photos, prendre les chameaux, prendre les dromadaires, prendre les chevaux et tout ça. Donc on va éloigner tous ces gens du plateau. Le plateau sera seulement un site archéologique, donc seulement pour les visites archéologiques et les visites historiques. Il n'aura pas lieu de faire de pique-nique. Voilà, de pique-nique là-bas. Manger, faire des repas pour les visites des familles et tout ça, ça ne sera pas bien acceptable. Et également, il y a des projets afin d'avoir des musées tout au long de l'Égypte, c'est-à-dire à Mitrayena, oui, tous ces musées, juste après 2011, ont été délaissés un peu, fermés quelquefois pour des raisons de sécurité. Détruits parfois. Oui, mais aujourd'hui, il y a vraiment un grand intérêt à réouvrir ces musées, puisque le tourisme reprend avec vraiment beaucoup d'enthousiasme de regarder et de voir, de visiter l'Égypte.
quels sont les musées à visiter hors le Caire? On a le musée de Malawi, le musée de Luxor, bien sûr. Il y a un petit musée à Atfih, à Helwan, et il y a le musée d'Aswan. Ce sont les plus intéressants à mon avis. Et si on parle du Delta et Alexandrie, les côtes? Alexandrie, on a beaucoup de musées là-bas. On a le musée de civilisation, on a le musée de bijoux, il y a beaucoup de musées aussi. Le Gréco-romain est en train d'être restauré. Je pense qu'il va être réouvert. Parmi les sites qui ont été récemment restaurés figure la pyramide Rambouidal. Boïdal. Quelle est l'importance de cette pyramide? Cette pyramide est la pyramide de Sénéfrou, le père de Khéops. Et ce roi-là était un roi très important, le premier roi de la 4e dynastie. Il a fait 2 pyramides, il a construit 2 pyramides. Il a commencé par celle-là, la pyramide qu'on appelle Rambouidal à Dachour. Et normalement, il a commencé par un angle de pente de 54 degrés. Avec le temps, il a trouvé que le poids des pierres ne va pas supporter la hauteur d'après cette pente-là qui est 54. Donc, à la moitié de la pyramide à peu près, ils ont changé l'angle de pente pour devenir 43. Et ainsi, on la voit de cette façon-là. Donc, on a changé un peu l'angle. Pas comme pour la terminer. Cette pyramide, on la compte une étape de transition entre la pyramide à degrés de Saqqara et la pyramide parfaite. Sénéfrou, seulement à 1 km, a commencé la 2e pyramide, qui est la pyramide parfaite. Donc la première pyramide parfaite, c'est Sénéfrou aussi qui l'a fait, et non pas Khéops. Et il a été enterré dans laquelle? On ne sait pas. On pense que probablement dans la parfaite. Et elle existe toujours, cette pyramide de Sénéfrou? Les deux pyramides. Oui, c'est un site à visiter également, ça se trouve... Oui. Maintenant, il était réouvert, parce qu'il était fermé en l'an 55. Et maintenant, on a fait la restauration de cette pyramide-là, et la pyramide est réouverte maintenant au public. J'ai toujours une question en tête concernant la vie des pharaons, c'est que j'arrive pas vraiment à comprendre que toute cette civilisation et tous ces trésors et toute cette richesse uniquement pour le au-delà, la vie après la mort. Parce que je crois qu'il y a un autre secret. Est-ce qu'il y a des théories concernant ce sujet? C'est-à-dire qu'une très grande, large pyramide, juste pour enterrer le roi, qu'est-ce qu'il va faire avec la pyramide? Ce sont des questions vraiment à lesquelles je ne trouve pas de réponse. Et je crois qu'il y a d'autres secrets, qu'on va découvrir, par exemple, qu'il y avait des raisons scientifiques. Pour la pyramide, ce n'est pas exactement ça, parce qu'il a relation avec l'idée religieuse des anciens Égyptiens. À ce temps-là, tous les noms étaient comme par exemple Menkaura, Ra Efra. Donc le nom était toujours lié avec le nom de Ra qui est le soleil. Ils ont traité la pyramide comme sorte d'escalier, comme la pyramide à degrés par exemple, pour monter et atteindre le soleil. Ils ont imaginé que le soleil va se trouver sur le sommet et ainsi les rayons vont s'étendre sur la terre tout entière d'après ce sommet-là de la pyramide. D'accord, oui. C'est ça. Donc, ils ont pensé que la partie interne des pyramides... Mais toujours après leur mort. Bien sûr. Non, le dieu Ra existe toujours. Mais pour l'idée... Mais la théorie, c'est après la mort. C'est après la mort parce que c'est la protection et parce qu'ils sont des fils de Ra, comme on dit. Oui. À l'intérieur de la pyramide, c'est comme le ventre de la mer. C'est là où ils vont rester pour une nouvelle... naissance, si vous voulez. Ils étaient très avancés. De la mort qui... Ils étaient très avancés et pensaient que ce qui compte, c'est après la mort. Pas la vie actuelle, pas la vie... Non, la vie actuelle compte aussi. Ils vivent, ils ont bien sûr, ils avaient une civilisation énorme. Ils ont une grande civilisation, ils ont leur temple, ils font leurs prières et tout ça. Mais la vie après la mort, et aussi, comme chez nous, aussi on pense à la vie après la mort, elle est importante, on doit faire quelque chose pour elle, c'est ça, c'est la même chose. Alors, c'est une discussion vraiment très intéressante, mais malheureusement, on est arrivé au terme de notre édition. On tient à vous remercier, Dr Maï Zaki. Et à chaque fois que vous êtes avec nous, vous nous révélez des informations inconnues. Merci. Oui, merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Mona, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.